Vieira, oui pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Et bien joué avec le Giroud. Oh, Sylvain, il l'a vu. Oui. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il l'a vu. Ça fait Ouais, c'est passé dans le goal centre. Lucas. Allez. Second poteau, Pavard. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne 300% Sport pour le deuxième épisode sur cette série consacrée aux Coupes du Monde de légende. Dernièrement, nous avons réalisé une vidéo sur la Coupe du Monde 1970. Aujourd'hui, nouvelle Coupe du Monde de légende avec celle de 1986 au Mexique. Sans plus tarder, nous allons nous lancer donc dans le grand bain de cette histoire, magnifique histoire. Commençons tout d'abord par évoquer le palmarès antérieur à cette Coupe du Monde 86. Donc en 70, on a parlé du Grand Brésil de Pelé qui est allé chercher une troisième Coupe du Monde, une troisième étoile de forte et belle manière. En 74, l'Allemagne de l'Ouest. L'Allemagne de l'Ouest a réussi à s'imposer à domicile face aux Pays-Bas de Johan Cruyff. Les Pays-Bas, encore une fois, déchus en 1978, encore une fois face aux hôtes, pardonnez-moi. C'était cette fois-ci les Argentins de Mario Kempes, 82. Elle aussi, c'est une Coupe du Monde mythique vraiment en Espagne, et notamment parce que pour notre équipe de France, parce que c'était peut-être la première Coupe du Monde depuis 24 ans, où les Bleus ont réussi un parcours fantastique. Ils sont allés jusqu'en demi-finale, ils méritaient très certainement d'aller en finale, mais la nuit de Séville en a décidé autrement, et pas peut-être même assurément une grosse erreur arbitrale de Monsieur Corver avec cette immense faute sur Patrick Battiston de Schumacher. Donc voilà, c'était un grand match, mais finalement, ironie de l'histoire, ironie du sort, c'est l'Italie qui l'a emporté, ou peut-être coup du destin, tout simplement, l'Italie a battu l'Allemagne de l'Ouest, la France a terminé 4e. On peut donc se lancer donc dans cette Coupe du Monde 1986. Encore une fois, retour en Amérique du Sud et au Mexique, plus précisément. Déjà en 1970, on était au Mexique, et bien 16 ans après, on retourne sur le sol mexicain. Encore une fois, ils sont 24 sur la ligne de départ, et encore une fois, on retrouve notre belle équipe de France auréolée de son premier titre, et oui, international, l'Euro, en 1984, qui plus est à domicile, placé dans l'un des 6 groupes de cette seule et unique phase de poule. La France affronte le Canada, l'Union soviétique et la Hongrie. Le premier match contre les Canadiens est compliqué, étriqué, mais le dénouement heureux. But à la 79e minute du futur Marseillais Jean-Pierre Papin, dit JPP, et les Bleus l'emportent. La deuxième rencontre face à l'URSS est du même style, du même acabit.
Toujours autant de difficultés à faire la différence et l'adversaire va même en profiter en ouvrant le score par l'intermédiaire de Vachil Rats. Mais seulement quelques minutes plus tard, à l'heure de jeu, le Parisien Luis Fernandez égalise. Vainqueur du Canada à la Hongrie, notre dernier adversaire a l'occasion d'éliminer le champion du monde sortant déjà. Pour autant, il n'en sera rien. La France retrouve enfin ses vertus offensives, enfin profite aussi des largesses défensives adverses. 6 buts encaissés contre l'URSS, Yannick Stopira, Jean Tigana, puis Dominique Rocheteau marquent chacun leur tour et compostent notre ticket pour les huitièmes de finale. Malgré 2 victoires et un match nul, les Bleus terminent deuxième, derrière une Union soviétique ayant le même bilan mais une meilleure différence de buts dans le tableau final. Pour les deux nations, les adversaires ne sont pas du tout les mêmes. En huitième de finale, la France affronte le champion du monde sortant, l'Italie, alors que l'URSS défie un modeste meilleur troisième, la Belgique, dont on reparlera quand même tout à l'heure. Cependant, malgré son statut, notre adversaire a tout de même lui aussi terminé deuxième de sa poule à cause d'une entrée en lice assez difficile contre la Bulgarie, la Corée du Sud et surtout l'Argentine de Diego Armando Maradona. Les deux équipes sont donc dans une situation totalement similaire avant d'entamer ce premier match à élimination directe. À Mexico, devant près de 70 000 spectateurs, on retrouve forcément des équipes différentes par rapport à 1982. Côté italien, seulement 5 champions du monde vont jouer cette rencontre, alors que côté français, il y a un nouveau sélectionneur, Henri Michel. Joël Batz a pris la place de Jean-Luc Ettori dans les cages. Ayache et Baptiston ont remplacé Janvion et Trésor en charnière centrale. Luis Fernandez est la nouvelle pierre du carré magique, surnom mythique donné à l'entrejeu des Bleus. Il est accompagné encore et toujours de Tigana, Gires et Platini. Rocheteau et Stopira sont en pointe, et d'entrée, la France prend la rencontre par le bon bout. 15e minute, une merveilleuse action collective conclue par Henri Michel permet aux tricolores de virer en tête. Si les Italiens manquent une occasion d'égaliser, ils sont quand même nettement dominés par la qualité technique française. Luis Fernandez tire sur la barre en première mi-temps, mais c'est bien Yannick Stopira qui met fin au suspense. Qualification nette, précise et sans bavure des hommes d'Henri Michel, 2-0 aux dépens des champions du monde sortants. 4 autres sélections du vieux continent accompagnent nos Bleus en quart de finale, la RFA, l'Angleterre, la Belgique, qui a éliminé l'URSS après prolongation, et l'Espagne. Notre adversaire, il est bien sud-américain. Non, ce n'est pas l'Argentine de Diego Maradona, ni le pays hôte mexicain, mais bien le Grand Brésil, triple champion du monde. Ce match a été l'un des meilleurs de l'histoire de la Coupe du Monde, dira le roi Pelé au terme de la rencontre. Et il a raison, une orgie de football. Pendant près de 2 heures, c'est un feu d'artifice. Le ballon rond ne sort tout simplement pas de ce magnifique périmètre de 68 mètres de largeur sur 105 de longueur. Le spectacle commence à la 17e minute. Une action légendaire du Brésil, un double 1-2 entre Junior et Müller, puis un service sur un plateau pour Careca, et la Seleção démarre tambour battant sa partie. La France est donc asphyxiée par le rythme des triples champions du monde, et seulement un quart d'heure plus tard est proche de voir ses chances de qualification s'effondrer. Nous sommes donc à la 32e minute quand Careca, après un majestueux débordement, sert Müller au second poteau, qui tente sa chance, mais bute justement sur le poteau. Les Bleus sont miraculés et vont même profiter de cette bénédiction pour égaliser. Gires, Rocheteau, peut centrer. Et là, il y a but. Ouais, But Platini. But de Platini. Égalisation de Platini juste avant la mi-temps sur cette remarquable action. Yannick Stopira s'est jeté, au point même de gêner le gardien, mais c'est finalement Michel Platini qui a marqué, un but partout. Cette égalisation tombe à pic juste avant la mi-temps. Dès le retour des vestiaires, les Bleus, sur leur lancée, ont même une balle pour prendre l'avantage, mais Jean Tigana n'arrive pas à bonifier son magnifique 1-2 avec Rocheteau et bute sur le gardien. C'est alors que le triple champion du monde est piqué au vif, l'orgueil du champion certainement. La pression s'accentue, minute après minute, et à la 70e, Careca tire sur la barre. Nos tricolores sont bénis des dieux du foot, enfin presque. À peine 181 secondes plus tard, le portier Joël Batz accroche Branco dans la surface, penalty. Les Brésiliens se tombent déjà dans les bras. Zico, le pelé blanc, n'a plus qu'à. Sur ce penalty indiscutable sifflé par l'arbitre roumain Monsieur Igna, et que va tirer Zico. Coup de sifflet, c'est parti et c'est arrêté. Bravo Joël. Bravo Joël, c'est parti, c'est arrêté.
Le destin, décidément, quelle histoire! La France est toujours en vie, mais peu avant le temps additionnel, Joël Batz sauve encore les siens d'une parade merveilleuse face au revanchard Zico. Un but partout, c'est le score à la fin de ces 90 minutes. Nettement dominé, nos Bleus n'ont plus rien à perdre et inversent la tendance. Première occasion pour le duo Rocheteau-Stopira, mais le portier Carlos est intraitable. Par contre, en seconde période, il va effectuer une action totalement illicite. Par Joël Batz. Il est pas hors jeu. Le coup de Il est pas l'Espagne. hors jeu. Il est pas hors jeu. Il est allez. Ah, c'est pas possible. Et il donne pas coup franc. Et il donne pas coup franc. Mais c'est pas vrai. 4 ans après l'attentat de Schumacher sur Battiston, non sifflé par M. Corver, la France subit une nouvelle injustice. Alors que Yannick Stopira file seul au but, le portier brésilien sort de sa surface de réparation et déséquilibre notre tricolore d'un accrochage sans scrupule. Pas de coup franc, pas de carton rouge, les deux équipes filent donc au tir au but et dès la première tentative brésilienne, le chaud bouillant Joël Batz continue son festival. Il stoppe son d'entrée le pénalty du docteur Socrates. La France vire en tête et est même très chanceuse quand Bruno Bellone marque avec l'aide du poteau et aussi du dos du gardien Carlos. Mais à 3 partout, la bonne étoile fuit Michel Platini qui voit son shoot s'envoler dans les travées du stade Jalisco. Les deux nations sont donc à égalité. Julio César et Luis Fernandez sont les 5e tireurs. Julio César. Et oui, il le rate sur le poteau. Un coup de pied du bonheur pour Luis Fernandez. C'est Luis qui va aller tirer ce pénalty. Allez Luis. Allez mon petit bonhomme. Oui, mon petit bonhomme, bravo. En demi-finale. Orné de son beau numéro 9, Luis Fernandez crucifie les Brésiliens. Le terrible sort de Séville est conjuré. Le mythique joueur du Paris Saint-Germain envoie les siens en demi-finale, au terme d'une rencontre légendaire, d'une réelle dramaturgie, au niveau de jeu incroyable. En demi-finale, la France croise la route de l'Allemagne de l'Ouest 4 ans après. Et encore une fois, l'impitoyable RFA s'impose. Si Andreas Brehme ouvre le score sur coup franc, le défenseur profite surtout d'une erreur de Joël Batz. À partir de ce moment-là, les hommes de Michel Hidalgo font la course derrière et ne reviendront jamais. Si Maxime Bossis caviarde l'impossible, les Bleus s'inclinent tout de même 2-0. Dans l'autre partie de tableau, c'est un autre quart de finale qui va marquer les esprits. Que dis-je, qui va écrire la légende du football. Argentine, Angleterre, un duel ne se résumant qu'à un seul homme, Diego Armando Maradona. En première période, le Napolitain fait parler son aisance technique, sans pour autant s'avérer être décisif, mais retour des vestiaires, El Pibe de Oro écrit son mythe en moins de 4 minutes. Oui, Maradona. Oui. Valdano. Maradona, il était là, non, du point. De la main. Non, de la main. De la main, ce but. Ah là là, il a Il pas a vu. mis de la main. Il l'a mis de la main. Oh. Ah, il l'a pas vu, monsieur Benasser. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el que salió a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, ta, 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 y gol, y gol, y gol, viva el fútbol, y gol, y gol. La main de Dieu, puis le but du siècle, mythique, fantastique, légendaire. L'une des plus grandes pages de l'histoire de la Coupe du Monde, l'une des plus grandes pages de l'histoire du football. Si les amoureux du football, justement, ont dû détester l'espace d'un instant le petit Argentin parce qu'il a célébré sans scrupule un but qu'il avait marqué de la main, ils ne pouvaient que l'aduler. Quand à la 54e minute, Diego remonte la balle du milieu de terrain, dribble plus de 4 joueurs, puis le gardien, tout simplement fabuleux. L'Albiceleste s'impose donc 2-1 et retrouve face à lui la surprise de ce tournoi, la Belgique, emmenée par Enzo Schifo, Jan Koelmans, Nico Claesen ou encore Eric Gerets, ancien coach de l'OM. Qualifiés en phase finale, en tant que meilleur deuxième, les Diables Rouges vont successivement battre l'Union soviétique de Blokin et Belanov en prolongation, puis l'Espagne d'Emilio Butragueno au tir au but. Petit pays de 10 millions d'habitants, la Belgique profite d'un parcours idyllique pour se qualifier pour le dernier carré. Mais en demi-finale, rien à faire. Diego Maradona est gigantesque. Intenable, El Pibe de Oro marque encore un doublé fantastique d'un subtil piqué et d'un rush dont lui seul a le secret. Pour la 3e fois de son histoire, après 1930 et 1978, l'Argentine se hisse en finale
face à l'Allemagne de l'Ouest. Et à Mexico, devant près de 115 000 spectateurs, l'Albiceleste entame pied en plancher sa partie. 23e minute sur un coup franc, Harald Schumacher passe au travers et c'est le Brestois Rossi Lewis Brown qui punit ses carences d'un magnifique coup de casque. L'Allemagne de l'Ouest est sonnée, sans réaction. En seconde période, le joueur du Real Madrid Jorge Valdano double la mise d'un plat du pied plein de sang-froid. 2-0, l'Argentine est sur un nuage tout proche d'une deuxième étoile, mais comme en 1982 contre l'équipe de France, la RFA a des ressources mentales insoupçonnées et du tout au tout. À la suite de 2 coups de pied arrêtés, la Mannschaft revient à 2 buts partout. Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler relancent totalement l'enjeu de cette finale. Cependant, cette Coupe du Monde, c'est celle de Maradona. Jamais un joueur n'avait autant éliminé de toute sa classe un mondial. Alors 2 minutes plus tard, après l'égalisation allemande, El Pibedeo sort enfin de sa boîte d'une passe en profondeur d'exception. Il lance sur orbite le Nantais Jorge Burruchaga. À l'instar de Valdano, ce pensionnaire du championnat de France reporte son duel avec Schumacher, 3-2. L'Argentine est double championne du monde. Maradona, lui, couronné. Ce mondial 86 fait partie des plus légendaires, notamment grâce à ce gamin en or. La France, quant à elle, va terminer à la 3e place après avoir remporté la petite finale 4-2 aux dépens des Belges au terme des prolongations, 12 ans avant le titre de champion du monde.